Les États-Unis et le monde depuis les 14 points du président Wilson de 1918. Ce sujet d'histoire invite à étudier les relations qu'entretiennent les États-Unis avec les autres nations à l'échelle de la planète. Il s'agit de considérer ici les États-Unis comme un acteur géopolitique agissant dans des territoires hors de ses frontières. Les bornes chronologiques du sujet nous invitent à prendre comme date charnière 1918, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, à laquelle participent les États-Unis, mais également l'énonciation des 14 points par Woodrow Wilson, qui ont pour but de préparer la paix. Au cours du XXe siècle, les États-Unis s'affirment comme une puissance majeure à l'échelle du globe, participant aux grands conflits mondiaux, jusqu'à devenir quasi hégémonique. C'est pour les définir qu'est forgé le terme d'hyperpuissance au tournant du XXIe siècle. Pourtant, les États-Unis n'ont pas toujours souhaité s'affirmer comme une grande puissance dans le monde et leur politique étrangère a connu de forts balancements idéologiques. Ainsi, il est possible d'établir la problématique suivante. Comment a pu évoluer au cours du XXe siècle la présence états-unienne dans le monde entre interventionnisme et isolationnisme? Pour répondre à cette question, nous suivrons un plan chronologique, avec, en première partie, d'une guerre mondiale à l'autre, la tentation du repli, puis les États-Unis, champions du monde libre de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la guerre froide, et enfin, l'hyperpuissance contestée depuis les années 1980. Dans une première partie, nous allons donc voir les relations des États-Unis au reste du monde, de la Première Guerre mondiale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'intéresser à ces conflits, il est nécessaire, dans un premier temps, d'évoquer la montée en puissance de cette nation au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les États-Unis se sont fondés dans l'opposition à l'impérialisme britannique. Au XIXe siècle, cette volonté de combattre la colonisation se traduit par la doctrine Monroe de 1823. Énoncée par le président James Monroe, elle affirme, dans un contexte d'indépendance des États d'Amérique du Sud, que le continent américain est désormais fermé à la colonisation et que les États-Unis n'accepteront pas l'ingérence européenne dans cette région du monde. À la fin du XIXe siècle, on assiste à la naissance d'un impérialisme états-unien motivé par la volonté de faire du pays une grande puissance à l'échelle mondiale. Ainsi, sous l'impulsion du stratège Alfred Thayer Mahan, qui considère que la maîtrise des mers et des océans est essentielle, les États-Unis renforcent leur marine militaire et se lancent dans une politique expansionniste en direction de l'Amérique latine et du Pacifique. En 1898, ils annexent Hawaï et déclarent la guerre à l'Espagne. Officiellement destiné à délivrer les populations colonisées, ce conflit, remporté par les États-Unis, leur permet de mettre la main sur Porto Rico, Cuba et les Philippines, territoires dans lesquels ils répriment les mouvements indépendantistes. Dans cette caricature de 1904, le président Theodore Roosevelt est représenté avec son Big Stick, son gros bâton, terme qu'il emploie pour désigner la capacité des États-Unis à frapper les nations américaines qui refuseraient de se plier à leurs exigences. La mer des Antilles semble devenir le cadre de jeu d'un géant états-unien, promenant sa puissance navale, symbole de sa domination. C'est d'ailleurs Roosevelt qui impose l'indépendance du Panama, ancienne province colombienne, en 1903, afin de permettre la création du canal reliant les océans Pacifique et Atlantique, facilitant ainsi le transit de la flotte états-unienne. À ce sujet, Le canal président déclare bénéficiera au monde entier. Est-ce que l'avidité du gang de Bogota et son chantage doivent barrer la route à la civilisation? le gang de Bogota désignant ici le gouvernement colombien. En dehors de l'Amérique, les États-Unis soutiennent le principe du libre-échange, avec, entre autres, la politique de la porte ouverte, selon laquelle la Chine doit s'ouvrir au commerce international. Pourtant, cet impérialisme connaît des limites. D'une part, malgré une marine puissante, l'armée états-unienne reste secondaire. D'autre part, la politique colonisatrice est critiquée. Ainsi, alors que les tentatives de soulèvement aux Philippines sont durement réprimées, comme le montre ce film de fiction de 1899, beaucoup d'États-Uniens se rappellent que leur propre territoire fut lui-même colonisé et qu'ils durent lutter pour leur indépendance.
La Première Guerre mondiale constitue un moment important dans la relation qu'entretiennent les États-Unis avec le reste du monde. Au début du conflit, le président Woodrow Wilson, aussi bien que l'opinion publique, en particulier les citoyens d'ascendance allemande, défendent le principe de l'isolationnisme. Ils ne souhaitent pas s'engager dans une guerre européenne jugée lointaine. Toutefois, la guerre sous-marine menée par l'Allemagne dans l'Atlantique pour gêner les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et les États-Unis incite peu à peu ces derniers à entrer en guerre. Le torpillage du paquebot Lusitania en 1915, dans lequel périssent 1200 personnes dont 128 citoyens états-uniens, traumatise le pays. Résolu finalement à participer au conflit, Wilson déclare la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917 et lance une vaste propagande anti-germanique visant à préparer les États-Uniens au conflit. Le Committee of Public Information, ou Commission Creel, est alors mis sur pied. Outre la célèbre affiche mettant en scène l'oncle Sam, allégorie des États-Unis, la commission Creel réalise des défilés, des affiches ou des films diabolisant l'Allemagne, comme le montre cette affiche représentant l'empereur Guillaume II sous les traits d'une bête sanguinaire débarquant en Amérique après avoir saccagé l'Europe. Les États-Unis se mobilisent fortement dans la guerre. 4 millions d'hommes servent dans l'armée, dont environ 110 000 meurent au combat ou de maladie. Ils investissent 22 milliards de dollars et près de 10 milliards de dollars aux nations alliées. Leur action est décisive et contribue à la victoire sur l'Allemagne. Le gouvernement états-unien est guidé par une volonté de défendre des valeurs morales, désignées sous l'expression d'idéalisme wilsonien, comme en témoigne cette déclaration d'un collaborateur Nous sommes la du seule président. nation qui ait adopté une position complètement dépourvue d'égoïsme dans cette guerre. Tous les belligérants comptaient très franchement sur la répartition du butin, jusqu'à ce que le président Wilson hisse la bannière morale de l'Amérique. L'intention de notre pays a été d'aider le reste du monde et de lui rendre service. Dans cette affiche du film de propagande Les Croisés de Pershing, du nom du général commandant les troupes états-uniennes, les soldats sont représentés comme les héritiers des chevaliers du Moyen Âge, défendant les valeurs de l'Occident contre la barbarie allemande. Rapidement, Wilson entend préparer la paix en Europe. Le 8 janvier 1918, alors que le conflit fait toujours rage, il énonce devant le Congrès des États-Unis 14 points jugés fondamentaux. Ceux-ci peuvent être regroupés autour de 5 idées. Premièrement, privilégier la diplomatie ouverte sur les accords secrets entre les États. Deuxièmement, assurer une libre circulation sur les mers et les océans, ainsi qu'abaisser les droits de douane, dans le but de favoriser le libre-échange. Troisièmement, contrôler les armements. Quatrièmement, permettre l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire soutenir la création d'États-nations indépendants à la place des anciens empires, notamment en Europe centrale. Et cinquièmement, créer une société des nations, qui aurait pour but de faciliter les dialogues entre pays et favoriser le règlement pacifique des conflits. Wilson participe au traité de Paris en 1919 qui mettent définitivement fin à la guerre. Il s'oppose, avec peu de succès, au nationalisme français et britannique qui cherche à faire payer l'Allemagne, mais obtient la création de la Société des Nations. Si les États-Unis ont joué un rôle majeur dans la Première Guerre mondiale, la période qui suit celle-ci est marquée par un repli du pays sur lui-même, position qui perdure jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'États-Uniens reprochent à Wilson de s'être lié les mains en intervenant dans les affaires européennes lors des traités de paix. Il s'oppose en particulier à la Société des Nations pour deux raisons. D'une part, ils craignent que les États-Unis ne doivent à travers elle devenir l'arbitre de futurs conflits, et d'autre part, conformément à la doctrine Monroe, ils ne souhaitent pas que cette assemblée s'ingère dans les affaires concernant le continent américain, chasse gardée des États-Unis. Ainsi, alors que la SDN voit le jour en 1920, le Sénat des États-Unis, dominé par les républicains hostiles à Wilson, refuse d'y adhérer. Le pays n'en fera, dès lors, jamais partie. Cette caricature de 1919 illustre bien la situation de la SDN durant l'entre-deux-guerres. Conçue par le président Wilson, comme l'indique le panneau à gauche, la Société des Nations, symbolisée par le pont, est inachevée du fait de l'absence de sa pièce principale, la clé de voûte située à droite sur laquelle s'appuie, inactif, l'oncle Sam. À partir de 1921, 3 présidents républicains se succèdent, Warren Gamaliel Harding, Calvin Coolidge et Herbert Hoover,
Favorable à l'isolationnisme, il limite l'intervention des États-Unis dans les affaires mondiales. Si les plans Dawes de 1924 et Young de 1929, promus par les États-Unis, visent à permettre le paiement des réparations de guerre de l'Allemagne exigées par le traité de Versailles, ils ont aussi pour but d'accélérer le remboursement des dettes contractées par Paris et Londres auprès de Washington durant la guerre. Un certain idéalisme, héritier des 14 points de Wilson, reste présent dans la politique étrangère des années 1920. Ainsi, le traité naval de Washington de 1922 a pour objectif de limiter les marines militaires, et le pacte Briand-Kellogg, initié par la France et les États-Unis, demande aux grandes puissances de renoncer à la guerre, ce qui restera un vœu pieux. La société états-unienne des années 1920 et 1930 est marquée par un pacifisme que traduisent les écrivains de la génération perdue, tels qu'Ernest Hemingway ou Francis Scott Fitzgerald. Dans ses Notes sur la prochaine guerre, publiées en 1935, Hemingway déclare ainsi « Ils ont jadis écrit qu'il est doux et convenable de mourir pour son pays. Mais dans la guerre moderne, il n'y a rien de doux ni de convenable dans votre mort. Vous mourrez comme un chien, sans raison valable. » Au cinéma, le film À l'Ouest, rien de nouveau de Lewis Milestone, adaptation de l'œuvre du romancier allemand Erich Maria Remarque, illustre un certain antimilitarisme et une volonté de se maintenir hors des conflits européens. Cet isolationnisme est renforcé par la crise économique de 1929. Le président Hoover tente de limiter celle-ci en augmentant les droits de douane, mais cette mesure, prise sans concertation avec les autres pays, ne freine en rien la chute de la production et l'augmentation du chômage. Dans le même temps, les États-Unis, nation d'immigrants, ferment peu à peu leurs frontières en instaurant des quotas. Alors que 900 000 migrants avaient fait leur entrée aux États-Unis durant l'année 1920, ce chiffre tombe à 23 000 en 1933. Éloignés des affaires européennes, les États-Unis poursuivent l'application de la doctrine Monroe. Ils n'hésitent pas à intervenir dans des pays d'Amérique centrale pour soutenir des régimes alliés ou renverser des gouvernements jugés hostiles. Initiées au début du XXe siècle, ces interventions sont baptisées « guerre des bananes », en référence aux productions agricoles locales dont les États-Unis cherchent à garantir le commerce, d'autant plus que ces exportations génèrent d'importants bénéfices pour des entreprises états-uniennes telles que United Fruit Company. Cette dernière n'hésite pas à s'appuyer sur la puissance des États-Unis pour imposer son contrôle sur certains pays. Cuba, la République dominicaine, le Nicaragua, Haïti et le Honduras sont ainsi régulièrement occupés par les troupes états-uniennes et gagnent à cette époque le qualificatif de « République bananière ». Le démocrate Franklin Delano Roosevelt, qui accède au pouvoir en 1933, poursuit la politique isolationniste. Le gouvernement états-unien ne s'oppose pas aux agressions allemandes en Europe et japonaises en Asie. Concernant l'Amérique latine, Roosevelt infléchit la doctrine Monroe en prenant une politique du bon voisinage. Il met fin aux guerres des bananes et favorise le dialogue avec les autres gouvernements américains. Washington tente d'améliorer l'image du continent auprès de la société états-unienne en encourageant les croisières ou les films ayant pour décor l'Amérique latine. L'actrice et chanteuse brésilienne Carmen Miranda devient ainsi l'égérie de cette politique de bon voisinage qui vise également à éloigner les pays de la région des modèles fascistes et nazis. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Roosevelt réaffirme le principe isolationniste, largement partagé par l'opinion publique. En témoigne le comité America First, qui milite contre toute forme d'intervention. Une volonté de préserver les États-Unis, mais aussi une certaine fascination pour l'Allemagne nazie, guide les membres du comité, à l'instar de son porte-parole, l'aviateur Charles Lindbergh. Malgré tout, les États-Unis glissent progressivement dans la guerre et apparaissent bientôt comme un acteur majeur du conflit.